L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée dans le village où mon père a grandi, et c'est l'un des récits les plus glaçants que j'ai jamais entendus. Mon père a grandi dans un ancien village, un côtier où les légendes et les superstitions sont prises très au sérieux. Près de sa maison, il y avait une propriété abandonnée qui éveillait autant la peur que la curiosité chez tous les habitants. C'était une immense demeure à l'architecture majestueuse, dont les fondations remontaient à l'époque coloniale. Elle appartenait à l'origine à un riche propriétaire foncier espagnol, mais au début du XXe siècle, elle fut achetée par un riche propriétaire terrien afrodescendant nommé Ernesto Anserni, dont la famille vivait dans ce village depuis sa fondation. Cependant, cette famille n'avait pas la meilleure réputation. Selon les habitants, il était bien connu qu'il pratiquait la magie noire. Mon père racontait même que de nombreux voisins étaient convaincus qu'ils avaient conclu un pacte satanique, transmis de génération en génération, et que c'était grâce à cela qu'ils étaient devenus si riches. On pourrait penser qu'il ne s'agissait que de rumeurs jalouses et malveillantes. Mais en réalité, il y avait de bonnes raisons pour que les villageois pensent ainsi. Dans cette grande maison protégée par de hauts murs en béton, des événements très étranges et effrayants commencèrent à se produire, donnant lieu à toutes sortes de spéculations au fil des années. Tout commença en 1920, lorsqu'un matin, sans raison apparente, Ernesto Anserni s'enferma dans une pièce de la maison et s'immola par le feu, mettant ainsi fin à ses jours. Cet événement bouleversa tout le village, non seulement parce que c'était la première fois qu'un drame aussi horrible s'y produisait, mais aussi parce que, selon certains, quelques jours avant la tragédie, Ernesto avait été vu en compagnie d'un énorme chien noir que personne n'avait jamais vu auparavant. On disait que l'animal était apparu de nulle part et ne le quittait jamais d'une semelle. C'était particulièrement étrange, car les voisins affirmaient qu'en toutes ces années, Ernesto n'avait jamais eu d'animal de compagnie. D'ailleurs, ceux qui le connaissaient bien disaient qu'il n'aimait pas les animaux. Ce qui rendait tout encore plus suspect, c'est qu'après sa mort, personne ne revit jamais ce chien terrifiant. Après le drame, l'épouse d'Ernesto Anserni décida de déménager avec ses 3 plus jeunes enfants, tandis que leur fils aîné resta vivre dans la maison jusqu'en 1940, année où il mourut également dans des circonstances étranges, à l'âge exact de 40 ans, comme son père. Cette seconde tragédie ne fit que renforcer les rumeurs selon lesquelles la maison, tout comme la famille Anserni, était maudite. Après cet événement, la maison resta inhabitée pendant quelques années, jusqu'à ce que, en 1940, Diego Anserni, le plus jeune fils de la famille, revienne d'Espagne après s'être marié et décide de s'installer dans la vieille demeure avec sa femme, non sans effectuer quelques rénovations. Mais c'est à partir de là que les choses prirent une tournure sinistre. L'épouse de Diego était une jeune femme magnifique, grande, élancée, aux cheveux blonds splendides et à la personnalité très charismatique. Elle s'appelait Alicia, et dès son arrivée au village, elle attira l'attention de nombreux hommes. Elle recevait des compliments partout où elle allait, et certains hommes n'hésitaient pas à la courtiser, même devant son mari. Cela rendait Diego fou de rage. À plusieurs reprises, il réagit violemment, non seulement contre ceux qui osaient draguer sa femme, mais aussi contre elle. On disait qu'il devenait de plus en plus jaloux et contrôlant, au point de ne plus la laisser sortir seule. D'après les récits du village, les disputes entre eux étaient fréquentes, toutes causées par la jalousie maladive de Diego. Mais seulement 2 ans après leur installation, un nouveau drame secoua le village, une fois de plus lié à la famille Anserni. Un matin, la nouvelle se répandit. La jeune Alicia Anserni, âgée de seulement 22 ans, avait mis fin à ses jours. Son mari l'aurait retrouvée pendue dans sa chambre. Ce fut un choc énorme, car Alicia, grâce à sa gentillesse et sa personnalité chaleureuse, était aimée de tous. Personne ne croyait qu'elle se serait suicidée. Tout le monde soupçonnait Diego, convaincu que ses accès de jalousie avaient conduit à sa mort. Bien que le préfet du village ait validé la version de Diego, personne n'y crut. Tout le monde savait qu'il avait des liens étroits avec la famille influente des Anserni, à qui il devait de nombreux services.
Mais ce furent les événements terrifiants qui se produisirent ensuite dans cette grande maison qui finirent de convaincre tout le monde que Diego avait bel et bien tué sa femme et que la maison était véritablement maudite. Depuis cette tragédie en 1945, des choses étranges et effrayantes commencèrent à se produire dans la maison des Anserni. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Diego continua à y vivre pendant encore quelques années, bien qu'il passât la plupart de son temps dans la hacienda familiale. Il fit construire un grand mur autour de la maison, mais cela n'empêcha pas les voisins d'entendre les bruits étranges et d'assister à des phénomènes inexplicables à toute heure du jour. Que le propriétaire soit présent ou non dans la maison, on pouvait entendre des coups frappés contre les murs, des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, des objets tombant au sol, et ce qui était le plus terrifiant, c'était qu'en pleine nuit, quand tout était silencieux, on entendait au loin les pleurs d'une femme, parfois même des cris, et jusqu'à un rire. Tous les habitants du village affirmaient qu'il s'agissait de l'esprit d'Alicia, errant dans la maison en quête de justice. Les voisins les plus proches étaient persuadés que tous ces phénomènes surnaturels, les bruits, les lumières vacillantes, les objets heurtant les murs et les pleurs, provenaient précisément de la chambre où le corps sans vie d'Alicia avait été retrouvé. Quelques années plus tard, Diego Anser fit la connaissance d'une autre jeune femme, fille d'un riche propriétaire terrien de la région. Il l'épousa et déménagea dans un village voisin, laissant la maison complètement inhabitée. Mais les habitants racontent qu'il revenait chaque semaine, les bras chargés de bougies, de fleurs et d'offrandes, dans l'espoir d'apaiser l'esprit furieux de son épouse défunte. Cela dit, ces rituels n'étaient d'aucune utilité, car les phénomènes surnaturels continuèrent de se produire. Avec le temps, les voisins s'habituèrent à ces manifestations, et la maison devint une sorte d'icône du village. Cependant, il fallut attendre 40 ans avant qu'un événement extraordinaire ne révèle enfin la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Alicia Anser. Mais personne n'était préparé à une révélation aussi terrifiante. En 1986, alors que mon père avait 11 ans, la légende de la maison était déjà bien connue dans le village et au-delà. Au fil des décennies, elle s'était répandue, et de nombreux curieux venaient de partout pour voir la propriété et vérifier si ce que racontait la rumeur était vrai. Pendant toutes ces années, plusieurs personnes tentèrent d'acheter la maison. Mais Diego Anserni refusa systématiquement chaque offre. D'autres tentèrent d'y entrer, mais c'était presque impossible. Il n'y avait aucun moyen de franchir les immenses murs, d'autant qu'ils étaient couronnés de barbelés. Cependant, en 1985, un énorme glissement de terrain frappa la région, détruisant plusieurs propriétés et endommageant sérieusement d'autres. Jusque-là, personne ne s'en était rendu compte. Mais il semble qu'une grande roche, projetée par le glissement de terrain, ait percuté l'arrière du mur de la maison, entièrement recouvert de végétation, y créant une large brèche. Un après-midi, mon père jouait au football avec d'autres enfants du village, lorsque l'un d'eux frappa la balle, si fort qu'elle alla se perdre derrière la maison. En voyant la direction qu'avait prise le ballon, les garçons se regardèrent et décidèrent de faire un tirage au sort, pour savoir qui irait le chercher. Comme vous pouvez l'imaginer, mon père fut l'un des gagnants. Avec 4 autres enfants chanceux, il s'ouvrit un chemin à travers les buissons pour atteindre l'endroit où ils pensaient que le ballon était tombé. En cherchant, ils tombèrent sur la brèche dans le mur en béton. Pris de panique, ils s'enfuirent aussitôt pour raconter à leurs camarades ce qu'ils avaient découvert. Après avoir longuement discuté, les enfants décidèrent d'explorer la vieille maison des Anserni. Mais d'abord, ils fabriquèrent une croix en bois et récitèrent le psaume 91 au cas où les choses tourneraient mal. Mon père me raconta qu'à leur arrivée, tout était envahi par la végétation, mais ils réussirent tout de même à atteindre l'entrée de la maison. Malheureusement, ils ne purent entrer car la porte principale était cadenassée, tout comme celle à l'arrière et sur le côté, qui donnait sur une grande véranda. En explorant les alentours à la recherche d'un point d'accès, ils trouvèrent une fenêtre sans grille. Le cadre était assez large pour laisser passer une personne, alors ils brisèrent la vitre et entrèrent par là. Mon père m'a dit qu'en entrant, tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée,
et que la maison était exactement comme on l'imagine dans les histoires de fantômes. Après avoir exploré plusieurs pièces, y compris les chambres à l'étage, ils découvrirent un couloir menant uniquement à une porte, en fer très lourde, verrouillée de l'extérieur par un énorme cadenas. Évidemment, ils s'en approchèrent et tentèrent de le secouer pour voir s'il pouvait s'ouvrir. C'est alors qu'ils entendirent des cris terrifiants venant de l'autre côté de la porte. Aussitôt, mon père et les autres enfants prirent la fuite, complètement terrorisés. Tandis qu'ils couraient, les hurlements continuaient à résonner derrière eux. Les garçons sortirent de la maison comme des flèches et allèrent immédiatement raconter à tout le village qu'ils avaient croisé le fantôme de la maison. En entendant le récit des enfants, un groupe de voisins décida de se rendre sur place et atteignit la porte que les garçons leur avaient indiquée. Et effectivement, eux aussi entendirent les cris. Mais alors que les plus superstitieux parlaient déjà de faire venir un prêtre et de l'eau bénite pour pratiquer un exorcisme, les plus sceptiques pensaient qu'il devait y avoir une explication beaucoup plus terre à terre. Ils décidèrent donc de forcer la porte. Et lorsqu'ils y parvinrent, ils ne purent en croire leurs yeux. Là, vêtu seulement d'une vieille robe de chambre élimée, les cheveux longs jusqu'aux chevilles et complètement blancs, les ongles presque aussi longs que ses cheveux, gravement dénutris et recroquevillés sur un vieux lit sale, se trouvait Alicia Hanser, la femme que tout le monde croyait morte depuis 40 ans. En réalité, Alicia, l'ancienne épouse jeune et radieuse de Diego Hanser, ne s'était jamais donné la mort. Cet homme cruel et profondément dérangé l'avait retenue prisonnière dans une chambre de cette immense maison pendant plus de 40 ans, faisant croire à tous qu'elle s'était suicidée. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que tous ces bruits, ces gémissements, ces lumières vacillantes et les phénomènes que l'on avait pris pendant 4 décennies pour des manifestations surnaturelles étaient en réalité les tentatives désespérées d'Alicia pour demander de l'aide et s'échapper de cet enfer. Mais personne n'a jamais répondu à ces appels. La raison pour laquelle Diego revenait chaque semaine dans l'ancienne maison n'était pas pour apaiser un quelconque esprit, mais pour lui apporter de l'eau et de la nourriture, afin de simplement la maintenir en vie dans sa prison. Quand elle fut enfin secourue, Alicia avait 63 ans et son état physique et mental était si gravement détérioré qu'elle ne put jamais vraiment se remettre. Les médecins trouvèrent sur ses poignets des cicatrices anciennes, laissant penser qu'elle avait tenté de se donner la mort à un moment donné. Après cette découverte, les autorités contactèrent sa famille en Espagne, qui fut aussi bouleversée que les habitants du village, car eux aussi avaient été informés, à l'époque, que la jeune femme était décédée. Heureusement, sa famille la ramena dans son pays natal pour prendre soin d'elle. Elle y passa les dernières années de sa vie, entourée de ses proches, jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde à l'âge de 85 ans. Quant à Diego Hanser, il fut emprisonné et condamné à 40 ans de réclusion pour ses crimes. Mais seulement 2 ans après son arrestation, il fut diagnostiqué d'un cancer de la prostate, et après avoir lutté contre la maladie pendant encore 3 ans, il finit par en mourir à l'âge de 68 ans. Mon père m'a raconté qu'après que cette terrible vérité fut révélée, les enfants de Diego prirent la décision de démolir la maison. Ils firent don du terrain à une fondation à but non lucratif pour y construire un hôpital. Pour enfants, probablement. Dans l'espoir de redorer un peu le nom de la famille et d'effacer, d'une certaine manière, toute trace de cet épisode macabre et honteux, j'ai vécu toute ma vie dans un petit village agricole du sud du Venezuela. C'est un endroit paisible et chaleureux, où presque tout le monde se connaît et où les gens sont de bons voisins. Comme tout ancien village, celui-ci possède ses propres légendes sombres. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant n'a rien d'un vieux mythe ancestral. Il s'agit d'un fait bien réel et particulièrement terrifiant qui s'est produit il y a 4 ans et qui me donne encore des frissons rien qu'en y pensant. Et comme je vous l'ai dit, c'est un village agricole. La plupart des propriétés y possèdent une bonne étendue de terre, ce qui signifie aussi que les maisons sont assez éloignées les unes des autres. Certaines propriétés sont situées dans des zones plus privilégiées que d'autres, je veux
dire par là qu'elle se trouve sur des terres très fertiles, ou près d'une source naturelle d'eau comme une fontaine ou un ruisseau. Ces terrains sont très recherchés ici, et il est rare qu'un d'entre eux reste vacant, car il suffit de dire « je vends » pour immédiatement avoir une bonne liasse de billets en main. C'est pourquoi une propriété en particulier a toujours éveillé en moi une grande curiosité. Je n'ai jamais connu les propriétaires d'origine, car ils avaient quitté le village bien avant ma naissance. Et pourtant, malgré sa beauté architecturale, presque un manoir, et sa localisation sur l'un des terrains les plus prisés de la région, tout près d'une source naturelle, cette maison est abandonnée depuis plus de 40 ans. Personne ne l'a jamais vraiment réoccupée. De temps en temps, quelqu'un y reste quelques jours, mais soit il part très vite, soit il n'en sort pas vivant. Je me souviens que, lorsque j'étais enfant, j'ai demandé à mon grand-père, qui était les anciens propriétaires de cette maison, visible depuis la route principale, perchée sur une colline. Il m'a raconté que le propriétaire de cette magnifique hacienda était un vieil ami à lui, un entrepreneur prospère, propriétaire d'un réseau de fruiteries très connu dans la région, mais après la mort de son épouse, emporté par une leucémie, cet homme sombra dans une profonde dépression et mit fin à ses jours dans cette maison. Mon grand-père m'a dit que, suite à cette tragédie, l'un de ses fils était venu s'installer un temps dans la propriété. Mais à peine avait-il rénové la maison et construit une piscine, qu'il la vendit aussitôt. Le nouveau propriétaire était, selon mon grand-père, un éleveur de bétail. Il s'installa et fit planter du gazon partout, ainsi que quelques arbres qui sont encore là aujourd'hui. Il construisit aussi plusieurs enclos et installa un système d'irrigation, toujours visible, bien que probablement hors d'usage. Cependant, cet homme n'eut jamais le temps d'y installer un seul animal, car seulement quelques mois après son arrivée, une autre tragédie se produisit. Il fut retrouvé pendu sur les lieux. Bien que sa mort ait été officiellement classée comme un suicide, la fille de cet homme accusa un des employés de la propriété d'avoir commis le crime. Elle affirma que son père n'avait aucune raison de se suicider. C'était un homme joyeux, en bonne santé, qui menait une vie épanouie et avait de nombreux projets d'avenir. Elle était convaincue que cet employé l'avait tué, puis avait maquillé la scène pour faire croire à un suicide. Cependant, l'homme nia tout en bloc, et les autorités ne trouvèrent aucune preuve permettant de l'incriminer. Depuis ce jour, la propriété resta vide, car après tous ces événements, la jeune femme quitta le pays et abandonna définitivement les lieux. Ce qu'il y a de plus troublant dans cette histoire que mon grand-père m'a raconté quand j'avais environ 9 ans, c'est que ce ne fut pas la dernière fois qu'un drame de ce genre se produisit dans cette maison. En réalité, au cours des 15 dernières années, 2 événements similaires se sont produits, bien que dans des contextes différents. Il y a environ 12 ans, soit 8 ans après le décès de mon grand-père, le fils de 17 ans de l'un de nos voisins quitta brusquement sa maison après une violente dispute avec ses parents. Le garçon avait un long passé de consommation d'alcool et de substances illicites. Il n'était donc pas rare qu'il ait des conflits familiaux, ni qu'il disparaisse plusieurs jours d'affilée. Cependant, cette fois-là, il ne revint pas sain et sauf comme d'habitude. 4 jours après la dispute, un groupe d'enfants qui cherchaient des vaches égarées près de la maison, abandonnée, remarqua quelque chose d'étrange. Ils décidèrent donc d'entrer pour vérifier et découvrir le corps du garçon, pendu au plafond d'une pièce, exactement comme les 2 précédents propriétaires de cette même maison. Bien que cet événement ait profondément bouleversé la communauté, il ne fut pas totalement inattendu. Étant donné les antécédents du jeune homme, beaucoup pensaient qu'un tel drame pouvait arriver tôt ou tard. Mais ce ne fut pas la dernière fois non plus qu'un événement similaire se produisit entre les murs de cette propriété maudite. Il y a 8 ans, en 2016, un autre cas semblable fit à nouveau frissonner le village. Don Guillermo était un homme d'environ 55 ans, propriétaire de l'une des haciendas les plus grandes et les plus prospères de la région. Cependant, tout le monde savait aussi qu'il était passionné par les combats de coqs et par l'alcool. Et quand il s'agissait de parier, Don Guillermo ne connaissait aucune limite. Malheureusement, en 2014, une grave crise économique frappa le pays.
Tous les producteurs, commerçants et entrepreneurs furent sévèrement affectés. La plupart d'entre nous perdirent beaucoup d'argent à cause de la dévaluation soudaine de la monnaie. Nous dûmes alors ajuster nos budgets et prendre des mesures drastiques pour faire face à la situation. Mais ce ne fut pas le cas de Don Guillermo. Loin de changer son mode de vie fait de dépenses excessives et de jeux d'argent, il décida de miser encore plus pour tenter de récupérer ce qu'il avait perdu. Pour faire court, je vous dirai qu'en seulement 2 ans, Don Guillermo passa du statut de grand, propriétaire prospère, à celui d'homme ruiné, criblé de dettes. Il perdit littéralement tout, y compris son hacienda, qu'il dut vendre à un prix dérisoire pour rembourser ses créanciers et la banque à qui il devait des millions. Sa femme l'avait quitté en 2015, un an avant le drame, et était partie vivre à l'étranger avec leurs enfants. Il se retrouva donc complètement seul. Sans domicile, il commença à s'installer dans la maison abandonnée et se mit à vendre du fromage à domicile dans le village. Mais là encore, tout ce qu'il gagnait repartait dans l'alcool et les jeux d'argent. Le week-end, il devenait évident que cet homme n'allait pas bien, ni mentalement, ni émotionnellement. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle tomba que il s'était donné la mort dans cette maison qu'il occupait depuis plusieurs mois, personne ne fut réellement surpris. Même si ce type de drame s'était déjà produit plusieurs fois dans cette propriété et presque de la même manière, la vérité est qu'à chaque fois, on pensait que ces personnes étaient simplement victimes de leurs propres circonstances. Évidemment, il y eut toujours quelques superstitieux pour affirmer que la maison était maudite ou hantée, mais vu la manière dont chaque tragédie s'était déroulée, il n'y avait jamais eu de raison réelle de croire qu'autre chose que le malheur personnel en était la cause. Cependant, je me rendis bientôt compte que je me trompais lourdement. Et comme on dit par ici, quand ça vole vraiment. Ce que je vais vous raconter maintenant concerne mon meilleur ami, dont je tairai le vrai nom par respect pour lui et sa vie privée. Appelons-le simplement Luis. Tout comme moi, Luis est né dans ce village et y a vécu toute sa vie. Nous avons le même âge et nos mères sont de très bonnes amies. On peut donc dire que nous nous connaissons depuis notre naissance. Nous nous sommes mariés, chacun de notre côté, et avons fondé nos familles ici. Mais en 2020, pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, mon ami Luis et sa femme, comme des millions de couples à travers le monde à cette période si difficile, commencèrent à avoir de graves problèmes de cohabitation. Peut-être à cause du stress de l'isolement, des difficultés financières dues à l'impossibilité de travailler, de l'angoisse liée à cet ennemi invisible, ou d'un peu de tout cela. Toujours est-il que la situation devint insupportable dans leur couple, au point qu'ils ne parvenaient plus à vivre ensemble. Mais avec les restrictions sanitaires et l'isolement social imposé, il n'y avait, alors que très peu d'endroits, où aller quand on rencontrait des problèmes conjugaux. Cependant, Luis trouva une solution. Oui, exactement ce que vous êtes en train d'imaginer. Après une violente dispute avec sa femme, mon ami rassembla quelques affaires, quelques vêtements, et partit s'installer dans la maison abandonnée. Même si je ne pouvais pas le voir pour des raisons évidentes, nous nous parlions au téléphone presque tous les jours. Et bien que je sentais qu'il était un peu affecté par toute la situation avec sa femme et les tensions liées au confinement, il ne montrait aucun signe de dépression ni de désespoir. En réalité, à chaque appel, nous finissions par plaisanter et rire de tout et de rien. Et justement, la dernière nuit où j'ai parlé avec lui, alors qu'il était déjà dans cette maison, nous avons terminé la conversation en riant, aux éclats de toute cette absurdité que nous vivions à cause d'une histoire de chauve-souris. Stupide. Avant de raccrocher, j'avais convenu avec lui de passer le matin, suivant lui apporter quelques affaires de première nécessité et lui prêter mes écouteurs pour qu'il puisse écouter de la musique, car il avait oublié les siens chez lui. Il m'avait remercié et m'avait dit que ce serait génial, car il commençait à s'ennuyer sérieusement et détestait se coucher tôt. Puis nous avons raccroché, et c'était tout. C'est pour cela que je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient. Quand je suis arrivé ce matin-là à la maison abandonnée, et que je l'ai aperçu par la fenêtre, une corde nouée autour du cou, l'autre extrémité attachée à un crochet au plafond,
J'ai assisté à l'instant précis où il a sauté du tabouret sur lequel il se tenait et est resté suspendu dans les airs. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Tout l'air de mes poumons est sorti d'un coup. J'ai lâché tous les sacs que je portais. J'ai sauté par la fenêtre. Et en une fraction de seconde, j'étais dans la pièce, tenant le corps de mon ami dans mes bras, hurlant à plein poumon pour demander de l'aide. En le soutenant, je l'appelais et essayais de le faire réagir. Mais il était complètement inconscient. Je savais qu'il ne s'était pas passé assez de temps pour qu'il suffoque. Mais ma plus grande peur, c'était qu'il se soit brisé le cou au moment de sauter. Il est impossible de décrire le niveau d'angoisse et de désespoir que l'on peut ressentir dans un moment pareil. Une impuissance totale, ne pouvant faire rien d'autre que prier pour que le pire ne se soit pas produit. Et parmi les dizaines de milliers de pensées qui me traversaient l'esprit en quelques minutes, avant que les secours n'arrivent, il y avait une seule question qui me hantait. Pourquoi? Que s'est-il passé durant ces 8 ou 9 heures pour qu'il prenne une décision aussi désespérée et si contraire à sa nature? Je vous jure que si je n'avais pas été là, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, jamais je n'aurais cru qu'il aurait pu faire une chose pareille. Quelques instants plus tard, de nombreux voisins accoururent, alarmés par mes cris. Un ami coupa la corde pendant que d'autres m'aidaient à faire descendre, lui s'étant de lui administrer les premiers soins. Certains voisins coururent chercher un médecin du dispensaire local. Je me souviens avoir été dans un état de panique, répétant encore et encore qu'il ne fallait pas lui bouger le cou, de peur qu'il ait une fracture et que cela n'empire. Heureusement, après quelques minutes, mon ami revint à lui. Et à la surprise générale, il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui n'avait aucune idée de pourquoi nous étions tous là. Il ne se souvenait de rien, absolument rien de ce qu'il venait de faire. Sa femme était dévastée. Elle ne cessait de pleurer et de se blâmer pour ce qui était arrivé. Tout le monde se mit à le harceler de questions. S'il allait bien, pourquoi il avait fait cela? Mais lui semblait complètement perdu. La seule chose qu'il répétait encore et encore, c'était qu'il ne savait pas ce qu'il s'était passé, qu'il ne se souvenait même pas de comment il était arrivé là. À ce moment-là, beaucoup pensaient qu'il mentait, peut-être par honte ou par remords. Mais moi, je connaissais mon ami mieux que quiconque. Je savais quand il mentait. Et là, j'étais certain, il disait la vérité. Il ne savait réellement pas ce qu'il s'était passé. Le médecin l'examina, non sans demander aux gens de ne pas s'agglutiner et de se rappeler que le virus circulait toujours. Après quelques tests de base, il conclut que Louis ne présentait aucune lésion grave. Son cou était intact, et grâce au fait que j'étais arrivé à temps, il ne subit pratiquement aucun dommage sérieux. Par chance, mon ami était hors de danger. Mais tout cela était très étrange, et j'avais besoin d'une explication. Je savais toutefois que ce n'était pas le moment pour parler de ça. L'important, c'était de s'assurer que Louis rentre chez lui et puisse se rétablir. Ce même jour, mon ami retourna à la maison et réussit à régler ses problèmes conjugaux de manière positive. Je restais en contact avec lui par téléphone pendant les jours suivants, mais j'évitais de parler de ce qui s'était passé dans la maison abandonnée. Ce n'est qu'une semaine plus tard que j'eus l'occasion de le revoir, en respectant bien sûr les protocoles sanitaires imposés par la pandémie. Ce fut à ce moment-là qu'il se confia à moi et me raconta en détail ce qui lui était réellement arrivé. Après avoir raccroché avec moi, Louis s'était mis à jouer sur son téléphone pour se distraire. Mais la batterie s'était rapidement vidée. Il s'installa donc dans son hamac, qu'il avait emporté, et s'endormit presque aussitôt. Et c'est à partir de là que les choses commencèrent à devenir très sinistres. Mon ami m'avoua qu'il avait rêvé qu'une femme très belle s'approchait de lui. Elle était blanche, avec des taches de rousseur, les cheveux roux, bouclés, et portait une robe blanche, courte et légère. Cette femme s'assit sur son hamac et lui demanda ce qui n'allait pas, et pourquoi il se trouvait là. Il me raconta lui avoir répondu qu'il avait des problèmes avec sa femme, et que n'ayant nulle part où aller à cause du confinement, il avait décidé de passer quelques jours dans cette maison, en attendant que les choses se calment chez lui. Il dit que la femme magnifique lui sourit et lui affirma que sa femme ne le méritait pas, qu'il valait mieux que ça, et qu'il ne devrait pas être seul dans cette maison. Puis elle lui tendit la main et lui demanda de la suivre.
Comme ensorcelé par sa beauté, Louis fit ce qu'elle lui demandait. Il prit sa main et commença à marcher derrière elle, tandis qu'elle le guidait à travers la maison vers une sorte de jardin visible derrière la porte principale. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il se réveilla brusquement, allongé sur le sol de cette pièce, entouré de la moitié du village, en pleine agitation. Cette confession de mon ami me glaça le sang. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne mentait pas et qu'il n'exagérait rien. Cela me fit immédiatement penser aux 4 victimes précédentes, et je compris que peut-être c'était exactement ce qui leur était arrivé à elles aussi. La seule différence, c'est qu'elle n'avait pas eu la même chance que mon ami. Après avoir vécu une expérience aussi terrifiante, Louis commença à fréquenter une église chrétienne avec sa femme et ses enfants. Quelque temps plus tard, il fut baptisé. Plusieurs mois passèrent avant que mon ami ne se sente prêt à partager son témoignage avec les voisins. Certains le crurent, d'autres non. Mais une chose est sûre, depuis ce jour, plus personne n'osa jamais passer une nuit dans cette maison abandonnée. Je n'ai jamais été très croyante. Au contraire, j'étais une sceptique obstinée. Toutes ces histoires de fantômes et d'apparitions que j'entendais depuis mon enfance au Mexique ne m'inspiraient aucune peur. Au contraire, elles me faisaient rire. Cela me semblait ridicule qu'à notre époque, certaines personnes puissent encore croire à ces superstitions inventées autrefois pour effrayer les enfants. Mais comme je l'ai dit, c'était avant. Avant de me retrouver face à face avec l'horreur et de devoir ravaler toutes mes paroles. J'avais 19 ans et venais de réussir le second semestre d'économie à l'Université nationale autonome du Mexique. C'était des vacances et je n'avais encore aucun plan. Alors, quand mon grand-père m'annonça qu'il allait voyager dans la jungle du Petén, au Guatemala, à la recherche d'une plante médicinale, je n'hésitais pas une seconde à le suivre dans cette aventure. Pour vous mettre dans le contexte, mon grand-père était botaniste. Il possédait une boutique où il vendait toutes sortes de pommades et de remèdes naturels capables de soulager toutes sortes de maux. C'est pourquoi il voyageait souvent dans les coins les plus reculés du continent à la recherche de plantes exotiques et de recettes ancestrales pour fabriquer ses produits. Cette fois, la destination était la jungle du Petén, au Guatemala, où se trouvait une plante que, selon les Chahs, l'un des nombreux peuples mayas de la région, pouvait guérir le cancer. Pour moi, accompagner mon grand-père dans une expédition de ce genre était un rêve d'enfance. J'avais grandi en écoutant les histoires qu'il racontait sur les endroits incroyables qu'il avait visités et sur les aventures fantastiques qu'il avait vécues dans chacun d'eux. J'étais donc surexcité et impatiente de partir avec lui pour le Guatemala. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que j'allais regretter cette décision. Jusqu'à la moelle, le voyage fut long et éprouvant. Presque 2 jours entiers depuis Mexico jusqu'à la région du Petén. Le mauvais temps nous ralentit, et nous dûmes aussi faire une halte pour dormir un peu en chemin. Mais finalement, nous arrivâmes à destination, un petit village maya niché au cœur de la jungle humide. Là, nous fûmes accueillis par le chaman de la communauté, un vieil ami de mon grand-père et un homme très hospitalier, bien qu'il ait une aura un peu inquiétante. Il nous avait déjà réservé 2 hamacs, et sa femme préparait le dîner. Mais j'étais tellement épuisé que dès que je me suis allongé dans le hamac, je suis tombé dans un profond sommeil jusqu'au matin. Ce qui me réveilla, ce fut le murmure de voix parlant une langue que je ne comprenais pas. C'était le chaman et mon grand-père, qui, à ma grande surprise, maîtrisaient parfaitement le dialecte maya. Mais ils semblaient en pleine discussion. En entendant mes pas, ils se retournèrent tous les 2 vers moi, et je remarquai aussitôt que le chaman paraissait très inquiet. Il n'était manifestement pas d'accord avec la décision de mon grand-père de partir chercher la plante ce matin-là. L'homme lui dit que ce n'était pas un bon moment pour s'enfoncer dans la jungle, mais que si nous étions vraiment déterminés à le faire, nous devions à tout prix éviter de rester près de la rivière à l'approche du soir, et surtout revenir avant la tombée de la nuit. En entendant cela me sembla parfaitement logique. La pluie pouvait provoquer des crues soudaines, et la nuit, les prédateurs sortaient. Il était donc clairement dangereux de s'y attarder. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas là la principale préoccupation de notre hôte.
Ce qui l'inquiétait réellement, c'était que nous tombions sur Latsville, un esprit terrifiant qui apparaîtrait près des rivières et que tout le village craignait. Je dois vous avouer que j'ai failli éclater de rire sur le moment, mais je me suis retenu par respect, même si, en vérité, je trouvais tout cela très amusant. Cependant, il nous a suffi de partir à la recherche d'un guide pour comprendre que les gens de cette communauté prenaient vraiment cette légende au sérieux. Personne n'accepta de venir avec nous, même lorsque nous proposâmes une belle somme d'argent. Mais mon grand-père était déterminé. Nous devions repartir dès le lendemain. Alors que nous nous apprêtions à partir seuls, un garçon se proposa finalement pour nous accompagner. Il n'avait pas plus de 12 ans, petit et très mince, et semblait être le seul à ne pas avoir peur de la fameuse Dzvilna. Nous partîmes donc avec lui à la recherche de la plante, totalement inconscients de l'horreur qui nous attendait au cœur de cette jungle. Le temps était beau ce jour-là, mais dès le début, l'atmosphère semblait étrange. Il y avait comme une lourdeur dans l'air, une pression difficile à décrire. Le garçon resta silencieux durant tout le trajet. Il ne portait avec lui qu'un bâton de bambou, que je pensais être destiné à écarter la végétation, mais il l'avait attaché à sa ceinture, et ne s'en servit jamais. Après plusieurs heures de marche, en suivant le cours de la rivière, la lumière commença à baisser. Et c'est là que le garçon ouvrit enfin la bouche, juste pour nous dire que nous devions nous éloigner du fleuve et prendre le chemin par la montagne. Mais cela allongeait le trajet, car le chemin le plus rapide passait justement par la rivière. Nous refusâmes donc, sachant que par là, nous arriverions plus vite à notre destination. C'est au cœur de ce désaccord qu'une tempête éclata soudainement. Ce n'était pas rare en pleine jungle tropicale, mais celle-ci était étrange. En quelques secondes, d'épais nuages noirs couvrirent le soleil et une pluie torrentielle commença à tomber. Mais ce n'était pas tout. Derrière le son de la pluie et des éclairs, un autre bruit se fit entendre. Quelque chose qui commença comme un léger murmure, puis se transforma peu à peu en une sorte de pleur. Un gémissement, clairement féminin. Le garçon se figea un instant, puis nous hurla de quitter l'eau et de courir derrière lui. Ce que nous fîmes immédiatement, sans trop comprendre ce qu'il se passait, mais ce son ne s'arrêtait pas. Au contraire, plus nous nous éloignions, plus il devenait fort. Puis de tout à coup, l'obscurité tomba complètement, comme si une ombre noire s'était abattue sur nous. On n'entendait plus la pluie, seulement ce cri, ce gémissement de femme. Il devint un hurlement déchirant, profond, glacial. Chaque cellule de notre corps se hérissa. Le cri monta encore, se transforma en hurlement de douleur qui résonnait dans toute la forêt. C'était terrifiant. Je voulais me convaincre de toutes mes forces qu'il s'agissait simplement d'un animal exotique. Mais jamais, en toute ma vie, je n'avais entendu une créature vivante pousser un tel cri, et surtout aussi fort. Ce hurlement assourdissant continuait, comme si quelqu'un criait à nos oreilles. Mon grand-père et moi nous regardâmes pétrifiés, et c'est à cet instant que nous comprîmes de qui il s'agissait. Cet esprit que les Ha appelaient Dzvilna, celui qu'ils craignaient tant, ce n'était autre que la Llorona, la véritable Llorona, celle à laquelle je ne croyais même pas, jusqu'à ce que je l'aie là devant moi, tandis que mon grand-père et moi restions figés, incapables de croire à ce que nous vivions. Le garçon sortit le bâton qu'il portait à la ceinture. Il se mit à frapper le sol tout en récitant des paroles dans sa langue. Le cri devint encore plus fort, plus désespéré, comme si elle était parmi nous. Puis, soudain, un ultime hurlement, si puissant qu'il faillit nous rendre sourds. Et juste après cela, le silence, un silence absolu. C'était comme si le temps s'était figé un instant. Et aussi vite qu'elle était venue, elle avait disparu. Tout s'était passé si vite, de façon si étrange, que si mon grand-père n'avait pas été avec moi, voyant et entendant exactement la même chose que moi, j'aurais juré que c'était un rêve, ou que j'avais inhalé des spores hallucinogènes et vécu une sorte de trip en pleine jungle. Mais croyez-moi ou non, ce que nous avons vécu ce jour-là était réel et profondément terrifiant. Après cela, un long silence régna autour de nous. Nous sommes finalement sortis de la grotte. Tout semblait normal. La nuit commençait à tomber, la lune brillait, et toute la jungle était paisible, comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, nous avons dormi dans la grotte, car nous n'avions pas le courage d'aller plus loin. Le lendemain matin,
Nous avons cherché cette foutue plante et sommes revenus au village aussi vite que possible. C'est là que nous avons appris que le mot Zvilna signifie la femme qui pleure en langue Ita et que le garçon qui nous avait accompagnés, ce garçon si silencieux, était en réalité le petit-fils du chaman. C'est lui qui l'avait envoyé pour nous protéger et éloigner la Zvilna au cas où nous la croiserions. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les mythes et les légendes, car parfois, tu peux avoir une surprise très effrayante, comme ce qui m'est arrivé. J'avais 8 ans, c'était au début des années 80. Je vivais avec mes parents et mon frère dans un petit village du Mexique. Bien que ce soit un endroit assez petit, il était très bien organisé. Il y avait une école, un petit poste de police, un centre de santé et même une petite caserne de pompiers. Même si beaucoup d'années ont passé depuis cette époque, je me souviens du village avec une grande clarté, à tel point que je pourrais en faire un plan complet rien qu'avec ma mémoire. Je l'avais arpenté des centaines de fois à vélo. Mon frère avait 1 an de moins que moi et nous jouions toujours dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Nos parents ne s'inquiétaient jamais, car il n'y avait rien à craindre là-bas. Mais tout a changé ce jour-là. Il était environ 21 heures. Une heure à laquelle tout le monde dormait déjà, car dans ce village, les gens se couchaient très tôt. Mon grand-père disait toujours que là-bas, on se levait avec le soleil et on se couchait avec les poules. Peu à peu, les parents de nos amis commencèrent à les appeler un par un pour rentrer à la maison, prendre leur bain, manger et aller dormir. Mais ce jour-là, mon père réparait sa vieille camionnette dans le garage, ce qui faisait que lui et ma mère étaient encore réveillés. Ils étaient probablement tellement concentrés qu'ils ne remarquèrent même pas l'heure. Ainsi, seuls mon frère et moi étions encore dehors, jouant près de l'école maternelle située au bout de la rue. Les lampadaires y restaient toujours allumés, ce qui permettait de bien voir la cour. Ce soir-là, comme tous nos amis étaient déjà partis, mon frère et moi nous sommes dirigés vers cet endroit pour continuer à jouer. À un moment donné, mon frère me poussa et mon soulier tomba. Je me baissai pour le remettre. Et c'est alors que mon frère me dit de lever les yeux et de regarder quelque chose. Je levai immédiatement la tête et dirigeai mon regard vers l'endroit qu'il m'indiquait. C'est là que je vis une vieille femme, presque chauve, extrêmement maigre, qui se tenait à l'arrière de la cour de l'école. Elle était parfaitement visible grâce à un projecteur situé dans cette zone. Je me souviens que mon frère se mit à se moquer de son apparence, car elle portait une sorte de longue chemise de nuit complètement trempée, si mouillée que l'eau en dégoulinait. Elle était aussi pieds nus. La vieille dame avait l'air vraiment mal en point. Mais je réprimandai mon frère à la maison. On nous avait toujours appris à respecter les personnes âgées, et je trouvais cela très mal de se moquer d'elle. La femme nous faisait signe d'approcher, mais elle semblait fâchée. C'était comme si nous avions fait quelque chose de mal, et qu'elle voulait que nous venions pour nous le faire savoir. Mon frère et moi avons commencé à marcher dans sa direction. Elle se déplaça alors un peu plus loin, vers le fond. Nous avons continué à la suivre, sans vraiment savoir où elle nous menait. Nous voulions juste savoir qui elle était, et ce qu'elle voulait. Mais quand nous étions sur le point de l'atteindre, à environ 5 mètres d'elle, un voisin sortit précipitamment de chez lui et se mit à nous appeler, visiblement affolé et contrarié. Nous nous sommes retournés vers la vieille femme. Elle était toujours là, mais se trouvait désormais dans une zone d'ombre, là où la lumière ne l'atteignait plus. Nous décidâmes alors de rejoindre le voisin. Quand nous sommes arrivés près de lui, il nous donna à chacun une petite tape derrière la tête et nous demanda ce que nous fabriquions à suivre une étrangère. Nous lui racontâmes ce qui s'était passé et que la dame semblait en colère contre nous. Il nous dit alors de ne jamais, et sous aucun prétexte, la suivre à nouveau, car elle était mauvaise et qu'elle faisait du mal aux enfants. Je lui ai demandé ce qu'elle leur faisait exactement. Mais il me donna une autre tape et me dit d'arrêter avec mes bêtises et d'obéir. Ce voisin était quelqu'un en qui nous avions une grande confiance. C'était le meilleur ami de mon père depuis l'enfance. Il nous prit par la main, nous ramena jusqu'à la porte de la maison et dit à notre père qu'il devait lui parler. Mon père nous regarda avec reproche, car il savait que nous avions fait une bêtise. Il demanda alors directement à son ami ce qui s'était passé.
Ce dernier lui répondit qu'il valait mieux nous envoyer à la cuisine avec maman. Mon père nous dit que le dîner était prêt et que nous devions attendre en cuisine. Mais alors que nous étions dans la salle à manger, attendant que maman nous serve, j'ai entendu clairement la conversation entre mon père et le voisin. Mon frère ne fit pas attention, mais moi, j'étais tout oui. Quand ils furent seuls dans le salon, le voisin dit à mon père qu'il nous avait surpris juste au moment où nous suivions la vieille de l'école. Cette phrase, je m'en souviens très bien. Je ne l'avais jamais entendue avant. Mon père parut inquiet. Le voisin lui dit alors de bien nous surveiller et de ne pas nous laisser traîner seuls la nuit dans ce coin-là. Puis il dit au revoir et quitta la maison. Ce soir-là, avant que nous allions nous coucher, papa entra dans la chambre et dit à mon frère et à moi que, quelles que soient les circonstances, nous ne devions jamais nous approcher de cette femme à nouveau. Peu importe si elle nous parlait ou nous appelait, il nous dit qu'elle était dangereuse et répéta exactement ce que le voisin nous avait dit plus tôt, qu'elle faisait de mauvaises choses aux enfants. Encore une fois, je demandais quel genre de choses mauvaises elle leur faisait. Et encore une fois, papa me répondit exactement comme le voisin. Ne pose pas de questions idiotes. Obéis, un point c'est tout. À partir de ce jour, mon père ne nous laissa plus jamais jouer la nuit dans ce coin-là. Nous avions l'habitude de rentrer à la maison plus tôt, et je n'ai plus jamais entendu parler de cette prétendue vieille de l'école. Jusqu'à mes 16 ans. À cette époque, nous avions déjà déménagé en ville. C'était l'anniversaire de mon père. Et mes oncles du village étaient venus lui rendre visite. Chaque fois qu'ils venaient, nous passions un excellent moment, assis, dehors à discuter de tout et à raconter des histoires. C'était quelque chose que nous adorions, surtout quand il s'agissait d'histoires de fantômes, de morts ou de phénomènes étranges comme il s'en passe dans les villages. Et c'est ce soir-là que j'ai de nouveau entendu parler de la vieille de l'école. Nous parlions, rions, racontions des blagues et des anecdotes de jeunesse. Et à un moment donné, je ne sais plus comment le sujet est revenu, mais papa nous demanda si nous nous rappelions de cette fois où son ami, Don Manuel, nous avait ramenés à la maison, après nous avoir surpris, en train de suivre une vieille dame aperçue à l'école. Je lui répondis que oui, que je m'en souvenais très clairement. Alors papa nous dit que, quand ils étaient enfants, seul l'oncle Julian et Don Manuel pouvaient voir cette femme. Lui-même ne l'avait jamais vue, pas plus que ma mère. Il nous raconta qu'en réalité, ce n'était pas une personne vivante, mais une sorte d'âme errante qui apparaissait à cet endroit, et que seuls les enfants pouvaient la voir, mais pas n'importe quels enfants, ceux qu'elle choisissait. Quand mon père dit cela, j'attendis qu'il éclate de rire ou essaie de nous faire peur, quelque chose qu'il faisait parfois, mais il était très sérieux. Et mes oncles, présents eux aussi, avaient le même visage grave. Papa continua à parler et nous raconta que cet esprit apparaissait dans ce lieu depuis des décennies. Il serait l'âme en peine d'une femme qui s'était donné la mort en se jetant dans le puits situé derrière l'école, un puits qui est fermé depuis plus de 30 ans. Il est protégé par une cage en fer pour que personne ne puisse s'en approcher. Car, au fil des années, plusieurs enfants avaient disparu après avoir été vus en train de jouer dans cette zone la nuit, et ils furent retrouvés à l'intérieur de ce puits. Mon père nous dit qu'il était très reconnaissant envers son ami de nous avoir protégés cette nuit-là, car si nous avions continué à suivre cet esprit, comme nous étions sur le point de le faire, qui sait ce qui aurait pu nous arriver?